et merci d'avoir rejoint le meilleur atelier du jour. Sur le directeur juridique et le marketing digital de soi. C'est un sujet super important pour nous, directeurs juridiques, parce que je pense que dans notre ADN, on a des valeurs telles que la réserve, la discrétion. C'est pas forcément naturel de communiquer et de se marketer personnellement. Pour animer cet atelier, je suis accompagnée des meilleurs en matière, donc Delphine Bordier, que vous connaissez sûr. Vous les connaissez tous de toute façon, ils sont hyper connus. Delphine Bordier, donc, qui est manager de transition en LegalOps et créatrice du site et podcast Tout droit tout simple. Marie Hombrook, qui est chasseuse de tête, fondatrice du cabinet de recrutement Atorius Executive et auteure du livre qu'elle vous présente. Et si vous trouviez enfin votre job idéal. Et Arthur Sauzier, consultant LegalOps et créateur de contenu vidéo. C'est quoi le marketing de soi, Delphine ? Alors, c'est une très bonne question. D'abord, bonjour à tous. Ravie d'être ici ce matin parmi vous. En plus, vous êtes très nombreux, donc c'est quand même assez sympa. Alors, le marketing de soi, il y a plein de définitions différentes selon, vous allez voir, selon nos vécus aussi. Pour moi, avant tout, c'est donner confiance, en fait. Et c'est décider de ce que l'on veut qu'on retienne de nous. Et entre autres, en ce qui me concerne, ça a été beaucoup prendre sa carrière en main. Parce que ça ne suffit pas en fait d'avoir un savoir-faire technique aujourd'hui, on le sait tous. Encore faut-il le faire savoir si on a un objectif en tête. L'objectif, il peut être très varié, hein, ça peut être se repositionner, chercher un travail, partir à l'étranger, je ne sais pas. Mais c'est vraiment prendre sa carrière en main, faire savoir ce qu'on fait. Et ça, en fait, personne ne le fera à votre place. Personne. Donc, c'est pas grave si vous le faites pas. Si vous avez décidé de pas être sur les réseaux, il y a peut-être un objectif à ça. Peut-être que vous avez une bonne raison. Mais si vous avez un objectif précis et que vous ne le faites pas savoir, forcément, il va rien se passer en fait. Donc, ça crée des opportunités. Et c'est à vous en fait de donner la visibilité, la résonance de ce que vous voulez qu'on sache de vous. Parce que, encore une fois, c'est à vous de prendre votre carrière en main. Alors, moi, j'ai souvent entendu, oui, mais j'ai pas envie de me mettre en avant, c'est pas mon truc, j'ai pas envie d'être sur les réseaux, enfin, ce que tu dis, Marie, en fait, hein, et je le comprends très bien, mais on n'est pas obligé non plus d'être nombriliste. On peut très bien mettre en avant une communication personnelle qui est au service d'un métier ou d'un projet, sans être complètement sur soi. Donc, pour moi, c'est vraiment, c'est se positionner, clairement, et l'exprimer clairement en fait, donner confiance, se rendre visible, et puis ensuite c'est incarner tout ce qu'on a dit sur les réseaux ou ailleurs. Mais pour moi c'est ces trois choses-là. Voilà. Merci Delphine. Arthur. Bonjour à tous et merci d'être présent et pas être à la conférence Legal Design du coup. Non mais concrètement, en fait, le marketing de soi, c'est quelque chose qui vient un petit peu s'opposer historiquement au marketing plus corporate. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on pensait à la communication comme j'ai un produit, j'ai une boîte, je mets en avant cette marque et j'essaye de la pousser. Et en fait, de plus en plus, avec les nouvelles technologies, avec la télévision, avec les réseaux, on arrive à une forme de marque personnelle qui vient incarner plus qu'un produit. C'est un état d'esprit, c'est un savoir-faire, c'est un travail. Et notamment, on peut le voir par exemple, Elon Musk, lui, a une marque personnelle qui est extrêmement forte et tous les projets qu'il va faire vont être impactés positivement par sa marque personnelle. Et vous, finalement, en tant que professionnel de droit, peut-être qu'il y en a peut-être des avocats ici, il y a beaucoup de directeurs juridiques, vous avez aussi à travailler votre marque qui est personnelle, comme l'a dit Delphine, pour divers objectifs. Ça peut être pour augmenter votre notoriété dans votre pratique, dans votre secteur, pour être ambassadeur de votre boîte, pour recruter, que sais-je. Et donc, du coup, en fait, vous allez travailler sur votre marque personnelle, qui est un actif, en fait, et vous serez cherché pour ça. Et les gens auront confiance pour vous grâce à ça. Et quand vous changerez de boîte, on ne vous prendra pas forcément parce que vous avez un savoir-faire qui est évidemment extrêmement fort, mais parce que vous avez aussi un faire-savoir qui est connu sur le marché. Et c'est vrai que, voilà, et donc tout ça, c'est réussir finalement à convertir le savoir-faire en faire-savoir et faire de votre présence, en tout cas numérique, et on aura l'occasion
de l'évoquer, un actif qui vous suivra et qui grossira au fil de votre carrière. Merci. Alors j'entends déjà 2 fois les mots marque personnelle et confiance. Marie, en tant que chasseuse de tête. En tant que chasseuse de tête, déjà, je voulais vous remercier d'être si nombreux. Et je pense que tous, on partage un plaisir de vous retrouver en vrai. Ça, c'est un truc que je voulais dire. Ensuite, sur la notion de marketing digital de soi, je voudrais vous partager une expérience. C'est par là que j'aurais commencé. Quand je crée mon cabinet, il y a 5 ans, qui s'appelle Atorus Executive, je pars avec 0 €. J'ai pas 1 €, donc j'ai pas d'argent pour faire de la com. Soyons bien clairs. Et quand je crée la boîte, naturellement, on se dit qu'il faut se faire connaître. Quand vous voulez vous faire connaître, la manière la plus simple et normalement la plus rapide, c'est faire de la com, du marketing. Et à quoi on pense? On va appeler le Figaro. Là, vous appelez... il y a quelqu'un qui appelle en même temps. Bon, c'est le Figaro. C'est le Figaro. Il me faut une ristourne. Non, plus sérieusement, quand vous les appelez pour la première fois, je veux dire, je veux faire un article sur ma boîte, ils vous disent ok, pas de problème, Madame Hombrook, ce sera 6 000 €. Oui, mais moi je les ai pas. Donc comment on fait? Et là, vous vous dites ok, il y a plusieurs manières pour faire du marketing. Soit vous faites du porte-à-porte et vous rencontrez beaucoup de monde. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut éteindre vos portables, non? Je sais pas. Ça peut-être non. Bon, alors on va rester avec ce petit bruit. Et donc vous avez cette option de se dire je vais faire du porte-à-porte, ça marche mais ça va être long. Et il y a une autre option qui est le digital. Et il y a des outils aujourd'hui qui sont formidables, comme LinkedIn, qui vous permettent de vous faire connaître votre marque. Le point de départ de tout ça, quel que soit ce que vous voulez faire sur le digital, le marketing, etc. de soi, c'est quel est mon objectif? Pourquoi je veux faire du marketing? Qu'est-ce que je souhaite faire? Est-ce que c'est en tant que candidat, je veux me faire connaître, donc j'actionnerai ma stratégie d'une certaine manière, ou est-ce que c'est en tant qu'employeur, je veux faire monter ma marque employeur et faire venir des personnes au sein de mes équipes? Donc le point de départ du marketing de soi, c'est qu'est-ce que je veux faire, et c'est pas juste quelque chose d'un peu fumeux en se disant c'est le marketing, ça me concerne pas. Si ça vous concerne, parce qu'aujourd'hui en 2022 nous sommes dans un monde où l'image est importante, où la communication est importante, et vous êtes tous à des niveaux de postes où on ne vous demande plus d'être des bons techniciens, parce que ça normalement c'est baqué, on vous demande quelque chose en plus, c'est aussi d'être reconnu à l'extérieur, et aussi d'avoir du réseau. Et c'est là où le marketing digital de soi aura de l'importance. Merci Marie. Alors, précisément, en tant que directeur juridique, on comprend le concept général de pourquoi se marketer, pour donner confiance, pour se faire connaître. Mais précisément, pourquoi faire en tant que directeur juridique? Moi, je n'ai rien à vendre. Est-ce que je dois vraiment le faire? Est-ce que c'est important qu'à nos fonctions, on communique et on se fasse connaître et qu'on se markete? Arthur? C'est sûr que la question du marketing de soi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intuitif initialement quand on est avocat. Parce qu'un avocat, c'est un petit commerçant qui veut vendre sa suite sur le marché, et notamment au directeur juridique du cercle Montesquieu. Et du coup, forcément, on a tendance à se dire on a envie de le fait est qu'en fait, en tant que directeur juridique, en fait, donc l'objectif de l'avocat, qu'est-ce que c'est? C'est avoir des clients et augmenter son chiffre d'affaires. Mais en fait, vous avez des objectifs qui peuvent être aussi très différents. Un directeur juridique a des objectifs. Ça peut être des objectifs par rapport à son entreprise, c'est-à-dire qu'il veut améliorer l'image de marque de son entreprise, il veut être le premier commercial de sa boîte, ça peut être par rapport au recrutement. Moi, j'ai envie que ma société, que ma direction juridique, mon entreprise de manière générale, soit attractive. Je veux trouver des bons profils de juristes. À différentes échelles. Ça peut être de vous positionner comme un expert sur votre secteur. Par exemple, si vous êtes en financement ou sur des marchés qui sont un petit peu précis dans ce secteur, vous avez envie de montrer que vous êtes un expert sur le sujet pour peut-être pouvoir vous revendre à droite à gauche. Ça peut être aussi tout simplement travailler sur la marque de votre direction juridique. Je veux montrer que j'ai une direction juridique qui est innovante, qui bouge, je veux me faire bien voir pour le board, ou même je veux peut-être monter dans le board. Parce que c'est vrai qu'il y en a parmi vous qui sont dans le board, certains ne le sont peut-être pas. Vous avez vocation à y rentrer, mais pour ça peut-être il faut vous faire connaître. Et donc du coup, en montrant, en choisissant vos objectifs, vous réussirez à trouver les bons formats de communication qui iront derrière. Mais globalement, voilà, c'est un petit peu ça, à la hache, les quelques objectifs qu'un directeur juridique peut avoir. Super,
Merci. Delphine? Alors moi, comme Marie, je vais vous raconter une petite histoire. Et comme Marie, c'était il y a 5 ans, donc je ne sais pas ce qu'il y avait il y a 5 ans, mais il s'est passé un truc. Mais en tout cas, il y a 5 ans, je revenais d'Angleterre. J'avais passé quelques années là-bas. Donc mon réseau était un petit peu plus distant en France et il a fallu que je reconstruise un peu tout ça. Et j'ai eu quelques entretiens avec des chasseurs, dont mon mari, mais pas seulement, et quelques infidélités, excuse-moi, mais et parmi ces chasseurs, j'en ai rencontré un qui m'a... voilà, on a eu un entretien très cordial. Et puis, au cours de l'entretien, il m'a dit « Bon, c'est super, vous avez un très beau parcours, de l'expérience à l'étranger, etc. Mais vous avez un gros handicap quand même. » Bon, un gros blanc, comme là. Je le regarde et je dis « Ah bon, c'est quoi mon handicap ?» Et il me dit « Ben voilà, votre handicap... c'est votre âge. » C'était il y a 5 ans, hein, donc voilà, je précise. Parce que je ne me considère pas aujourd'hui comme vraiment très senior, mais il y a 5 ans encore moins, donc j'étais un peu stupéfaite. Et moi, en fait, ça a été un déclic, ça a été une gifle, en fait, cet entretien. Et c'est là où j'ai compris, je crois que c'est là où j'ai réalisé que le marketing de soi était important. Alors, pas forcément l'image que je renvoyais, mais je me suis dit, en fait, il a retenu, sur mon CV, plein de choses bien, mais en fait, il me sort mon âge. Donc, ce que je renvoie, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, j'ai beaucoup réfléchi à cet entretien après, et je me suis dit, qu'est-ce que je veux qu'on retienne en fait de mon parcours, et qu'est-ce que je veux véhiculer, que ce soit sur LinkedIn ou avec un chasseur, ou je sais pas. Et apparemment, lui, c'était mon âge, donc bon, je sais pas pourquoi. Je devais pas être assez maquillée ce jour-là, je ne sais pas. Mais voilà, donc, et moi, ça a été un déclic en fait sur le pourquoi. En fait, il fallait faire un effort sur le marketing de soi. Après, le deuxième exemple que je peux donner sur le pourquoi il faut développer son marketing, c'est toujours quand je suis rentrée d'Angleterre, donc assez peu de réseau, je découvre le management de transition, notamment avec... Stéphane Lefer qui est présent dans la salle, et Oxygène Plus. Et en fait, il y a des missions qui me sont confiées, et puis arrive le Covid. Donc le Covid, il y a moins de missions. Et là, il faut trouver quelque chose entre les missions, c'est-à-dire les périodes intermissions. Et moi, je me suis dit, je vais en profiter en fait pendant cette période pour faire du marketing de moi et essayer en fait de m'occuper intelligemment et mettre au service une cause qui m'est chère, c'est-à-dire en l'occurrence c'était les métiers du droit et les rendre plus visibles aux étudiants et aux jeunes juristes. Et donc je me suis consacrée à cette cause-là, également aussi avec le Cercle Montesquieu, parce qu'on a lancé un programme qui s'appelle Millflex. Et donc je me suis consacrée à ça, et cette expérience, donc je l'ai marketée, je l'ai entre guillemets vendue sur LinkedIn et ailleurs. Et elle a été en fait très bénéfique, parce que c'est ça, t'en parleras, je pense Marie, mais c'est plus on fait, plus on est visible et plus ça crée des opportunités en fait. Et parfois, il suffit de pas grand-chose pour enclencher une mécanique. Et ça peut commencer même pas forcément par le digital, parce que là on parle beaucoup de digital, mais moi ça a commencé par des articles en fait, des articles que j'écrivais dans la presse juridique. Un article est repéré, on vous demande ensuite un autre, et donc ça enclenche aussi quelque chose qui crée une confiance au sein de votre cercle et de votre réseau, et donc ça entretient tout ça. Et donc voilà pourquoi je pense qu'il faut aussi faire du marketing de soi. Alors, moi je vais plutôt vous avoir le discours du recruteur
il y a quelque chose qui a évolué dans la gestion des carrières professionnelles. Ça, c'est le Figaro, j'en suis sûre. Plus sérieusement, votre carrière professionnelle par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a une cinquantaine d'années, nos parents, nos grands-parents, ils travaillaient toute leur vie dans la même boîte et ils faisaient le même job. Ce qu'on a pu voir avec l'évolution, il y a plein de psychologues du travail qui ont fait des études là-dessus assez sérieuses, mais on voit bien qu'il y a une agilité dans le travail qui fait qu'on a connu des gens qui ont le même job dans plusieurs entreprises. Par exemple, ils étaient juristes chez EDF, puis ensuite ils étaient juristes chez Areva. Donc ça, c'était un deuxième temps. Ce qu'on a vu évoluer ensuite, c'est qu'on a eu des personnes qui ont eu plusieurs jobs au sein de leur même carrière. Par exemple, en ce qui me concerne, moi j'étais dans un autre temps avocate, Cécile pourra le témoigner, puis ensuite je suis passée dans le monde du recrutement, et ce qu'on le voit bien, c'est qu'il y a une évolution des carrières qui est vraiment dans la flexibilité. Donc ça, c'est un premier élément. On sait qu'on ne travaillera plus toute sa vie dans la même boîte, c'est une évidence, et probablement le cycle d'après, on voit avec la flexibilité du travail, il n'est pas exclu qu'on travaille dans plusieurs jobs en même temps. Ça, c'est le premier point. Après, j'ai beaucoup de candidats que je rencontre et qui me disent « Moi, Marie, j'ai pas besoin de me mettre sur LinkedIn, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, j'ai poney, j'ai machin, j'ai piscine. » Ok, tout ça, moi, je l'entends. Sauf qu'en fait, ce que vous devez savoir, c'est que avec les crises économiques que nous vivons, ça n'a échappé à personne, que même des excellents candidats peuvent se retrouver sur le marché, pas du fait qu'ils soient bons ou mauvais, c'est pas le sujet, c'est juste que la boîte peut être amenée à les licencier pour 1000 raisons. Et donc, le point qui est important, c'est qu'on travaille une carrière professionnelle, non pas quand on est au moment vraiment de rechercher, mais on travaille en permanence, et surtout, si je peux me permettre, parce qu'une carrière, ça fait des hauts, ça fait des bas, et en fait, c'est normal, c'est logique. Et donc, moi, mon point de vous dire, c'est travailler votre carrière professionnelle plutôt quand vous êtes en haut, que vous avez les contacts, que les chasseurs vont naturellement venir vers vous, que les journalistes vont s'intéresser à qu'est-ce que pense le directeur juridique peut-être d'une belle boîte sur un sujet particulier. Là, vous aurez plus facilement accès et vous allez plus facilement intéresser des gens quand vous êtes plutôt sur le bas de votre carrière. Après, il y a des gens qui vont s'intéresser à vous, heureusement, et par exemple c'est mon job, mais c'est un peu plus dur d'actionner les réseaux à ce moment-là. Et ça, c'est le premier élément. Donc, il y a un moment, il y a une question de temps. Il y a un deuxième élément, c'est que se faire connaître sur les réseaux, c'est pas quelque chose qui va se faire immédiatement. C'est-à-dire que quand on va découvrir un réseau social, par exemple LinkedIn, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on ne peut pas directement créer un profil et hop, vous allez avoir des milliers de personnes qui vont vous suivre. Ça ne se passe pas comme ça. Ça prend du temps. On va sûrement revenir dessus, mais il y a toute une méthode pour réussir à se faire connaître, à créer un vrai profil. C'est pas complètement intuitif et c'est pas totalement naturel. Donc moi, ma suggestion, c'est que quand vous n'avez pas d'enjeu, c'est plus facile, entre guillemets, d'aller jouer avec des réseaux que le moment où vous êtes plus dans une dynamique de recherche. Oui, une dynamique de recherche ou une période un peu plus tendue pour vous, parce que l'émotion n'est pas la même. Voilà. Oui, on a peur en plus. On a envie de prendre des risques dans des moments où on est entre deux jobs, où on vient de vivre une expérience de chose. Après, pour achever peut-être de vous convaincre, je ne sais pas si vous le faites quand vous recrutez quelqu'un, ou quand vous vous renseignez sur quelqu'un qui vient de prendre un poste dans un nouveau directeur financier ou quoi, le premier truc qu'on fait, c'est Google le profil LinkedIn et puis on regarde ce qui se passe. Donc forcément, quand vous postulerez ou quand vous intéresserez quelqu'un ou dans un quelconque contexte, c'est ce qui va se passer, c'est ce qu'on va faire sur vous. Donc quelle image doit être envoyée à ce moment-là? Moi, je ne recruterais pas quelqu'un qui n'est juste pas sur les réseaux sociaux. Enfin, un jeune qui est absent des réseaux sociaux, pour lui, c'est louche quand même. Après, on peut avoir un profil super discret, ou commencer à avoir du contenu et avoir une vraie image de soi. Alors, comment ? Parce que moi, ma terreur, c'est le bad buzz, c'est qu'il y a une boulette, c'est qu'on m'en parle, c'est qu'en plus les futurs employeurs, mais les clients aussi, parce que mes clients peuvent voir si je fais un commentaire sur une décision de droit qui est plutôt dans le sens des intérêts de l'entreprise que je défends, très bien, mais mes clients, ils vont se dire, mais non, celle-là, elle est pour tel truc. J'ai toujours des réticences quand même à publier techniquement. Ce qu'on va voir, c'est qu'il n'y a pas que de la technique, il n'y a pas que à prendre des positions hyper fermes sur des sujets de droit qui peuvent être clivants. Il y a 10 000 façons en fait, de communiquer. J'ai appris ça en discutant avec vous trois. Comment faire quand on a peur du bad buzz?
buzz et comment organiser, comment commencer. Sa communication marche plus. Et voilà. Ça m'a déstabilisé. Donc, peur du bad buzz, c'est une réalité ou pas? Arthur, qu'est-ce que tu en penses, toi qui es le pro? Le pro du bad buzz, je sais pas. Non, le pro du contenu vidéo. Non, mais en fait, déjà, l'appréciation du bad buzz, parfois, est un peu différent chez les juristes. Il y a des juristes qui pensent que parfois, juste une photo en t-shirt, ça peut être un bad buzz, donc à voir, donc ça dépend, voilà. Il y a des questions de l'appréciation. Après, voilà, je commence à l'introduire et puis après, je vais rentrer un petit peu plus dessus. C'est vrai que, comme tout à l'heure disait Marie, dans le monde d'avant, pour être visible, il fallait déjà avoir de l'argent et déjà être un peu visible. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux plateformes notamment, on peut commencer à être connu sans moyens, simplement en créant du contenu qui est intéressant. Et là, pour ça, on n'a pas besoin d'outils qui sont faramineux. Et en fait, c'est grâce, parfois, moi c'est ce qui m'est arrivé, en communiquant bien sur les réseaux, grâce à ça, j'ai eu accès aux conférences, j'ai eu accès à la presse qui s'intéressait à moi, et quand on me googlise un recruteur ou un client autre chose, il tombe sur les articles de presse, qui mettent en avant l'image que j'ai envie de véhiculer. Mais ces articles de presse, je les ai eu comment? Je les ai eu grâce à la communication sur les réseaux et notamment grâce à mes vidéos YouTube. Donc du coup, il y a un lien en fait déjà entre tout ça. Et donc c'est toi qui mets en avant l'image que tu veux montrer. Donc en soi, le bad buzz, je veux dire globalement, souvent quand on a un bad buzz, c'est qu'il y a un manque de maîtrise de quelque chose. Là, quand c'est toi qui contrôle ton image, globalement, tu peux choisir de mettre en avant telle ou telle chose. Après, il y a deux types de bad buzz. Il y a le bad buzz provoqué et le bad buzz subi. Moi, j'ai provoqué une fois un bad buzz, volontairement. C'est-à-dire que j'étais interviewé par un média juridique, je sais plus lequel, et je me suis dit, c'était une interview globalement assez flatteuse parce que j'avais été mis dans le classement Vanity Fair des 30 de moins de 30 ans les plus influents 2020, et du coup j'avais un article dessus qui était assez flatteur, mais je me suis dit, encore un article flatteur, personne ne cliquera dessus, et j'ai dit à la nana, la journaliste, est-ce que tu peux faire un titre où tu me défonces? Vraiment quelque chose, histoire d'attirer l'attention. Et donc elle a fait un titre, Arthur Sauzet, le Benalla du droit, point d'interrogation. Le Benalla du droit, point d'interrogation. Et en fait, du coup, grâce à ça, grâce à ce côté de négativité, j'ai pu m'offusquer globalement sur les réseaux, alors que l'article est très flatteur. Et du coup, il y a plein de gens qui sont allés voir le point d'interrogation, ça peut être oui, ça peut être non. Et qui fait que ça a été plus ou moins une mise en scène de bad buzz. Après, parfois, le bad buzz, il est subi. Souvent on dit qu'on n'est pas connu, le bad buzz c'est du buzz. Ça dépend de, on peut, globalement, malgré tout, tu fais de l'audience. Après, parfois, tu peux faire un bad buzz auprès d'une partie de la population et pas auprès de l'autre. C'est quelque chose qui peut être, moi, mes vidéos YouTube, pour des directeurs juridiques éduqués comme vous, c'est positif. Pour une partie des avocats, ce que je fais est un acte de sécession. C'est un acte de rébellion déontologique et je porte atteinte à la profession d'avocat. Donc en soi, il y a cette question déjà d'appréciation. Je pense que ça prend par la balance des risques sur qu'est-ce que tu as à gagner contre qu'est-ce que tu as à perdre à chaque fois. C'est un petit peu ça le sujet. Et puis, si j'avais, moi, d'expérience, un conseil que je peux donner, quand vous êtes pris à partie par des gens qui peuvent ne pas aimer votre contenu, moi ça m'est arrivé, la meilleure solution c'est never explain, never complain. C'est comme la reine d'Angleterre. Globalement, essayez de laisser passer parce que des haters, il y a plusieurs haters. T'es celui qui va commenter en mode je suis pas d'accord avec toi pour telle raison, c'est bien, tu peux commenter dessus. T'as celui qui va t'insulter comme ça, le fou, ça sert à rien, tu peux laisser passer. Et puis après, t'en as qui peuvent essayer de te nuire. Ou peut-être la question de la justice peut être envisagée, mais globalement, la meilleure solution, c'est de ne pas mettre une pièce dans le jukebox des personnes qui vous balancent un bad buzz, parce que c'est leur bien d'intérêt, c'est ce qu'ils cherchent, et ça va créer artificiellement quelque chose. Oui, ça va entretenir le... Dans l'ensemble, moi je trouve que, en tout cas dans la communauté juridique, on en avait parlé, c'est quand même une communauté assez bienveillante. Donc après, si on reste cohérent avec soi-même, et si on a une stratégie aussi de communication, ça on va en parler, il y a quand même assez peu de raisons de faire un bad buzz.
Enfin, à moins de dire des grosses bêtises. Mais voilà, si on contrôle un minimum sa communication, c'est pas quelque chose qui doit normalement effrayer plus que ça. Alors oui, comme dit Arthur, il y en a qui cherchent effectivement le buzz, bad ou pas. Mais après, ça peut être une stratégie aussi. Voilà, moi je pense que sur le plan après plus personnel, ça dépend aussi du message en fait qu'on veut véhiculer, la façon dont on parle de soi. Et puis il faut, pour éviter, moi je pense le bad buzz, il y a quand même quelques règles peut-être à adopter. C'est, tu l'as dit Marie et Arthur aussi, c'est comprendre l'univers des réseaux sur lesquels on parle, c'est-à-dire comprendre, si on parle sur LinkedIn, comprendre comment ça marche, à qui on s'adresse, etc. Enfin, c'est quand même super important, sachant que c'est long aussi de créer tout ça. Il faut réfléchir aussi, avant de cliquer, évidemment, à l'impact que ça peut avoir, ça, c'est ce que disait Arthur avec les avocats, sur l'audience à qui on parle. Il faut identifier souvent aussi, faire de la veille, c'est-à-dire identifier les sujets qui sont un peu tendance ou sensibles en ce moment, ou qui peuvent un peu heurter, ça peut être des sujets d'actualité ou autres. Et le dernier point, je pense, mais ça on le fait tous parce qu'on est juriste, c'est se relire, pas 3 fois, mais peut-être 10 fois, quoi, avant de cliquer. Ouais. C'est vrai qu'en termes de bad buzz, juste au moment où on discutait de cet atelier, il y a Madame d'Espagne, j'ai oublié le prénom. Claire d'Espagne, je ne sais pas si vous oui. avez suivi, qui s'est auto-harakiri sur son entreprise, je pense, puisqu'elle a fait une interview qui, somme toute, était... ça allait, moi j'ai écouté l'interview dans sa globalité. Et c'est les 4 dernières minutes. À bord, avec 100% de bad buzz, puisque en gros ça a été retraduit par vous voulez faire travailler des stagiaires gratuitement pendant 80 heures par semaine. Donc ça c'est la crainte. Bon, comme dit Delphine, le bon conseil, c'est de vraiment faire attention à ce que l'on dit, et bien travailler son contenu. Marie, d'autres conseils aussi sur ce point ? Oui, moi je vais partager avec vous plutôt ce que j'ai raté, parce qu'en fait, là vous avez des gens super successful, mais On n'a pas eu, non, on a tous eu des gros ratés. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que pour peut-être, en tout cas je parle de mon expérience, pour quelques posts qui vont avoir des millions de vues et un engagement de dingue, moi j'ai eu cette chance d'avoir quelques buzz positifs sur des posts avec plus d'1 million de likes. La difficulté que vous avez, c'est qu'à côté de ça, il y a des centaines de flops. Et avant du bad buzz, il y a surtout du flop. Et la difficulté, je parle encore de mon petit cas, mais quand vous vous retrouvez devant votre page et vous dites de quoi je vais parler. Alors naturellement, comme vous voulez bien faire les choses et on a à cœur de vouloir communiquer des choses un peu techniques. Moi au début, je passais des heures à préparer des contenus très techniques sur le recrutement, je suis allée chercher des études très poussées à Harvard sur la psychologie, sur des sujets comme la communication non verbale. Donc là, vous y passez 10 heures et il y a 20 vues, 2 likes. Bon. Là vous dites ok super, et après vous dites non mais en fait il faut que je change, il faut que je trouve ma patte, et ça met un peu de temps. Moi ce qui a été important pour moi c'est j'ai mis tous les lundis, j'ai fait ce qu'on appelle la citation du lundi, je pense que vous la connaissez tous, et c'est devenu un peu une jokes parce que en fait il y a un moment vous avez plus de citation quoi, donc en fait et Confucius on lui a tout fait dire, donc du coup après c'est devenu une joke où j'ai beaucoup de clients et de candidats, et je vous invite à tous le faire, de pas hésiter à m'envoyer des citations, et en fait c'est devenu une joke où on fait la cousine de Confucius, la grand-mère de je sais pas qui, et ça devient un truc qui est un peu un truc entre nous des directeurs juridiques, et ça crée un lien, et ça me permet de faire quelque chose où je passe pas 4 heures dessus, même si parfois ça nous met du temps, mais ça me permet d'avoir un engagement, et ce qui fait qu'une fois par semaine j'ai quelque chose un peu plus léger, qui est pas trop engageant parce que les gens n'ont pas le temps de lire sur les réseaux, et après en parallèle quand j'ai des sujets un peu plus techniques, un peu plus poussés, par exemple moi un thème qui m'est cher, c'est tout ce qui va être le handicap. Donc je travaille beaucoup sur ces sujets-là. Quand je vais en parler, du coup, ça va un peu plus emmener du monde. Et je me suis rendu compte plus vous communiquez, vous allez créer une espèce de communauté de gens qui vous suivent. Il y a des irréductibles qui like tout, qui sont hyper contents et qui se disent « Ah, c'est cool, je la soutiens » et ça, mais c'est génial. Puis il y en a quelques-uns qui effectivement, dès que vous mettez un truc, ils communiquent quelque chose de négatif. Moi, j'en ai eu un comme ça, qui avait une volonté destructrice à chaque fois de me dire « Gna gna gna, ça va pas ». Je l'ai aussi, on a le même. Oui, on a le même. Et on est très nombreux à avoir le même. Et donc moi, il y a eu un moment, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que t'as mangé ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé dans tes Weetabix ?» Enfin bon, bref. Et en fait, on s'est rendu compte, en parlant entre personnes,
qu'il faisait ça sur tous les profils et qu'il était un petit peu enragé, ce monsieur. Et donc, du coup, moi je lui ai dit, en fait, on peut le bloquer. Ah bah tu le bloques, tu le signales, et puis en fait t'appelles tes copains, tu lui dis en fait maintenant on va arrêter monsieur parce que on lui fout la paix. Et du coup quand il a foutu la paix à Marion Brook, il allait sur Arthur. Chacun ses problèmes. Et on se le refile, c'est assez marrant. Donc ouais, tu veux on va lui suggérer. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, on s'imagine tout un monde, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer ? En fait, pas grand-chose, parce que les gens qui vous connaissent, il y a un moment où il y a un recadrage qui va se passer entre le virtuel, l'image que vous renvoyez, et la réalité. Et les gens, il y a un moment dans nos métiers, je pense dans le vôtre aussi, ben, sur le long terme, en fait, vous pouvez faire illusion. Ça marchera peut-être un petit peu, mais sur le long terme, c'est pas vrai. C'est l'engagement, le travail sur le long terme qui va payer. Et donc, pour moi, la méthode, c'est fixer ses objectifs, aller écouter le marché, ce que vous voulez, sur le réseau sur lequel vous voulez aller. On ne communique pas de la même manière sur un TikTok, comme disait Jones, sur Instagram, sur Facebook ou sur LinkedIn. Donc ce qui est important, c'est d'écouter, vraiment avoir cette petite phase, comme on dit, d'audit, ça va vous parler, l'audit de ce média, et ensuite voir comment vous voulez communiquer, et vous mettez en place une stratégie de marketing. Et oui, ça prend 5 minutes, mais on prend la feuille blanche et on se dit voilà ce que j'ai vraiment envie de laisser passer comme message. Je suis madame RSE, je suis monsieur compliance, et c'est vraiment quelque chose que vous allez marteler, et à force d'appuyer sur le message, il y a un moment vous serez incarné comme, en ce qui me concerne, beaucoup me disent Marion Brook, management transition, recrutement juridique. On sait que ça va, généralement mes posts ont un lien avec ça. Après, comme je suis un peu fun aussi dans mon quotidien, forcément je mets des posts où je mets une souris, un chat, un poney, parce que ça fait partie de moi. Voilà. C'est hyper important ce que tu dis sur la stratégie. D'ailleurs, Jones, c'est une phrase de boomer. Mais cette stratégie, oui, c'est... Il me traite de vieille depuis tout à l'heure. Et moi, je parle pas. En fait, voilà, ce qu'il faut, moi, ce que je vous invite à faire, c'est faire un petit canevas sur une feuille blanche avec plusieurs cases. Une case, mes objectifs, voilà, concrètement, qu'est-ce que je veux faire, puis il va y en avoir plusieurs. Ensuite, surtout, à qui vous voulez parler. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est d'engager une conversation avec une communauté potentielle que vous cherchez à faire grossir. Ça peut être d'autres directions juridiques, ça peut être des opérationnels, ça peut être des directeurs financiers, ça peut être de la presse, ça peut être, je ne sais pas à qui vous voulez parler. Qu'est-ce que font les autres ? Vraiment, n'hésitez pas à aller voir ce que font vos pairs, ou même dans votre secteur ou dans d'autres, et vous inspirer des meilleures pratiques. Ensuite, essayez de trouver votre ligne éditoriale, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas juste des posts en vrac, des médias sociaux d'ailleurs. Les médias sociaux, il y a médias. Vous avez une logique de médias, comme Marie, comme Delphine, comme nous tous. On a une ligne éditoriale avec une récurrence, tel ou tel jour de publication, tel format, tel jour. On a une charte graphique, on a une façon de faire les choses, un ton qu'on va donner. Et donc, vous allez travailler tout ça. Et donc, ensuite, les formats du coup que vous voulez choisir. Est-ce que c'est plus de l'infographie ? Est-ce que c'est plus du motion design, de la vidéo, du post, etc. Et puis ensuite, derrière, voilà, essayez de réfléchir par rapport au coût et au temps que ça peut vous prendre, évidemment, parce qu'il ne faut pas que ça impacte négativement votre travail. Donc voilà, l'idée, c'est essayer de structurer ça. Et tout à l'heure, on parlait, je crois que c'est Marie qui parlait de montrer que tu as du réseau, on parlait de bad buzz. Mettre des posts et faire des publications où vous montrez que vous êtes avec des tiers de confiance, c'est quelque chose qui vous crédibilise, notamment quand vous dites un truc qui est touchy. C'est-à-dire que, voilà, montrer qu'il y a des gens qui vous soutiennent derrière vous, des gens qui ont de l'influence dans le secteur, ça peut être Laure Lavorel, ça peut être d'autres personnes, ça peut être le cercle, ça peut être d'autres personnes. En fait, déjà, ça va faire que des gens qui auraient envie de vous attaquer ne vous attaqueront pas parce qu'ils savent que vous êtes entouré. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut et on en revient à la confiance. Voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment éviter le bad buzz et faire en sorte que, ok, si cette personne-là que je respecte et qui est connue est derrière elle, je vais peut-être me calmer parce que derrière, je risque d'avoir toutes les hordes. Voilà. Alors, donc, ce que tu dis Arthur, c'est il faut définir une stratégie. D'abord l'objectif. Qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que c'est pour mon entreprise ? Est-ce que c'est pour recruter ? Définir ensuite donc le type de contenu qu'on va publier. Mais on voit que c'est pas juste se mettre en avant, ça peut être aussi attirer des talents, les objectifs. Donc définir une stratégie.
voire définir une charte graphique. Comment, c'est impressionnant, hein, je pense qu'on est tous un peu loin. Et alors comment commencer progressivement, comment j'attaque là, vous allez rentrer chez vous et puis bon, hein, il faut absolument que je fasse du marketing de moi, mais comment je fais, Delphine, mes premières étapes, c'est quoi et sur quel type de réseau en priorité? Est-ce qu'il faut ne penser que LinkedIn ou est-ce qu'il y a d'autres réseaux? Alors après, le choix du réseau, ça dépend beaucoup de votre cible, on en a parlé, mais ça dépend énormément de la cible que vous voulez atteindre. Donc évidemment, quand on est directeur juridique, je dis évidemment, pourquoi pas aller sur TikTok, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur, mais bon voilà. Donc LinkedIn, ça va être naturellement le réseau quand même qui va être favorisé. Après, sur comment faire, moi je pense très sincèrement, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, c'est la méthode Kaizen, c'est-à-dire la stratégie des petits pas. C'est commencer par avoir une vitrine. La vitrine, c'est déjà un profil LinkedIn qui soit cohérent, clair, qui représente vraiment ce que vous êtes. Commencer par exemple à avoir donc on a parlé du profil, mais ça peut être faire des articles sur LinkedIn ou sur d'autres supports, parce que moi, on a parlé tout à l'heure, Marie, des milliers de likes, mais honnêtement, un bon article dans un domaine, dans un journal de référence dans votre domaine, ça vaut beaucoup plus que des milliers de likes sur un LinkedIn. Donc ça dépend aussi de ce que vous recherchez. Donc moi je pense que la méthode des petits pas, c'est une bonne méthode. Après, rien ne vous empêche de faire un blog. Un blog, honnêtement, c'est pas, un site, faire un blog, c'est pas grand-chose. Moi je l'ai fait. Ça demande du temps parce qu'il faut écrire, etc. Mais ça se fait. Donc sans avoir un blog, vous pouvez écrire sur des plateformes comme le Village de la Justice, comme LinkedIn, mais tout ça, c'est des petits pas. Après, sur LinkedIn, vous pouvez commencer par faire... alors au début, on n'ose pas. C'est ce que disait Marie. Non, je vais rien faire, je vais pas bouger. On commence par un like et puis après, la semaine d'après, on va faire peut-être un petit commentaire et puis après, et voilà. Et plus on va en fait être à l'aise et comprendre le réseau, et plus on va être amené à alimenter en fait tout ça. Et moi, je pense que voilà, il faut identifier aussi les modes d'expression où on est le plus à l'aise, parce qu'on dit tout le temps, il faut sortir de sa zone de confort. Là-dedans, je suis pas sûre, moi, honnêtement. Je dirais plus qu'il faut l'élargir que sortir de sa zone de confort. Mais par contre, je pense que l'absence totale de communication aujourd'hui personnelle sur ces réseaux, moi je pense que c'est vraiment un frein au développement de sa carrière. Et donc de visibilité, de se démarquer de la concurrence. Donc voilà. Mais par contre, il faut aussi être capable d'incarner ses valeurs et d'être super cohérent dans les thématiques qu'on aborde, parce qu'il y a souvent une majeure et puis il y a des mineures. Et il faut être cohérent, il ne faut pas se disperser de partout. Moi, je pense que c'est ça. Donc finalement, c'est abordable. Je like, je commente, je relais éventuellement un article. Oui, repartager, ça peut être ça. Hyper engageant non plus. Et après, je peux peut-être commencer à écrire moi-même des posts ou à commenter les articles que je relais. Et pour ensuite commencer à définir une stratégie. Mais avant tout, quand même. Mais la stratégie, c'est long, par contre. La stratégie, c'est long. Mais avant tout, l'objectif, c'est vrai que c'est la première étape. Peut-être qu'il faut définir. Tu veux rajouter quelque chose, Marie? Oui, alors moi, je veux quand même déculpabiliser ceux qui ne le font pas. Il y a quand même des gens qui arrivent à évoluer dans leur carrière sans le faire. Après, ce qui est aussi intéressant, parce qu'il y a des gens qui ne veulent absolument pas communiquer dessus, et ça, moi, je le comprends, il n'y a pas de problème. Mais il y a deux choses. Un, LinkedIn peut aussi vous servir comme c'est une source incroyable d'informations. Vous pouvez avoir plein d'infos, donc vous pouvez être juste là en écoute active. Ça, c'est le premier point. Après, il y a une règle que tu as donnée, Delphine, et qui est pour moi quelque chose que je résume en un dicton, qui est le fameux « plus tu, plus tu ». Et ça marche, mais à tous les coups. Plus tu ranges ta chambre, plus elle sera rangée, plus tu vas sur LinkedIn, plus on te connaîtra, ça marche tout le temps. Et en vrai, ce que j'ai remarqué, en tous les cas en tant que chasseur de tête,
on appelle toujours les mêmes personnes. Moi, alors avec ce livre qui a fait un super buzz pour moi positivement, j'ai été invitée sur des plateaux télé, et maintenant on rentre dans cette espèce de cercle positif du dès qu'il y a un trou sur BFM, tiens Marie viens, machin, et en fait c'est assez sympa parce que vous êtes dans le plus tu et c'est une effervescence positive. Après, ce qui est cool sur les réseaux aujourd'hui par rapport à des médias traditionnels, le média traditionnel, le journaliste, vous dites ce que vous voulez, le mec il écrit ce qu'il veut. Ce qu'il a compris. Là, ce qui est génial, et moi en tous les cas en tant que contrôle fric, je sais que sur LinkedIn, je contrôle qui voit, ce que j'écris, ce que je fais. Donc c'est quand même une mode de communication, de se marketer, de choisir l'image qu'on veut. Et si elle ne nous plaît pas, on peut quand même le supprimer. Donc il y a quand même un contrôle. Et pour des gens comme nous qui aiment bien le contrôle, c'est quand même assez efficace. Donc mon idée, j'espère qu'on retiendrait ça. Le marketing digital de soi, c'est important dans un monde où l'image, ça passe par l'image, hein, quoi qu'on en dise. Après, c'est pas obligatoire. Il y en a qui font sans. Juste à vous de vous déterminer qu'est-ce que vous avez envie pour votre carrière et pour vos équipes. Et l'objectif. Oui, l'objectif. Et c'est vrai que c'est vous qui maîtrisez votre image, comme tu l'as justement dit, et qui déterminez le message que faire passer, sans frein. C'est-à-dire que, je sais pas, vous êtes le directeur juridique de Buitoni, par exemple. Si vous amenez au moins, ce que vous direz ne sera pas déformé ou coupé dans une interview, etc. Donc, pourquoi pas. Et après, peut-être un des petits conseils, c'est se dire, en fait, on pense que c'est un truc qui est très tout seul. Tu es derrière ton PC, ton téléphone, tu likes, tu commentes, tu postes. En fait, essayez de voir ça comme une démarche aussi collaborative, parce que nous, par exemple, avec Marie, dès qu'on fait un post LinkedIn, on se l'envoie par un groupe WhatsApp avec d'autres personnes, et on like, commente et partage directement. Et ça, du coup, ça booste le référencement. Donc, trouvez des personnes aussi qui ont des synergies avec vous, qui ont des cibles communes pour essayer de vous entraider. Ou même, ça peut être vos équipes. C'est-à-dire, peut-être, essayez de voir la communication du directeur juridique comme un projet d'équipe. C'est-à-dire, faites une petite boucle Telegram avec vos juristes, peut-être, et faites en sorte que dès que vous mettez un post, tous les juristes, peut-être, ils vont se mettre dessus, ils vont partager, ils vont commenter, etc. Ça va booster, du coup, votre post, donc c'est bien pour le référencement. Ça vous mettra en avant, ça crée une équipe, et peut-être qu'après vous formerez aussi d'autres juristes sur ces fameux soft skills que Marie connaît très bien. Et donc il y a un cycle vertueux, ça peut être quelque chose qui peut être assez intéressant. Oui, par exemple, mettre en avant quelqu'un de son équipe, si vous avez quelqu'un qui je trouvais particulièrement performant, c'est facile et ça rapporte, il n'y a pas de risque, on met quelqu'un en avant. Merci à tous les trois. Moi, je retiens en conclusion. Alors, oui. Arthur, il veut donner de l'espoir. C'est possible et c'est pas si difficile. Delphine vous conseille d'y aller au petit pas et notre chère Marie nous dit plus tu. Et c'est vrai que depuis que j'ai entendu cette phrase, elle n'est pas sortie de ma tête. Merci pour votre écoute attentive et j'espère que vous êtes convaincus.